Vendredi 9 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tenue de la 14e session du comité de pilotage de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou ce jeudi 8 janvier 2026 dans l'enceinte de la dite structure sise au quartier Sabalibougou-Kourani. Présentation du bilan des activités de l'année écoulée et celle en cours était au menu de cette rencontre présidée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. La dite session s'est déroulée en présence des représentants des organisations de la fêtière bétail et des responsables du secteur. Le reportage est signé Sadio Sidibé, Aboubakar Traoré. Cette 14e session du comité de pilotage de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou se tient dans un contexte marqué par une multitude de crises liées aux coupures intempestives et à la pénurie de carburant ayant affecté durement la dite structure. La présente session, présidée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, a été marquée par la présence des représentants des organisations professionnelles de la filière bétail au Mali et les responsables du secteur. Occasion pour le ministre d'annoncer les réformes majeures pour l'année 2026 avant de remercier les plus hautes autorités pour leur accompagnement en faveur du secteur de l'élevage et de la pêche. Mesdames et messieurs, les membres du comité de pilotage de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, à l'entame de mes propos, permettez-moi aussi de rappeler que l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, de sa création en 2003 à nos jours, a connu des évolutions en matière d'infrastructure, de production, de transport de la viande, d'hygiène et d'assainissement. Des efforts importants ont été consentis de façon continue par l'État et ses partenaires techniques et financiers pour mettre en œuvre vos propositions et orientations afin que l'abattoir frigorifique de Sabalibougou réponde aux standards internationaux et soit doté de capacités à satisfaire aux besoins locaux de consommation en viande saine, voire d'exportation de la viande. Présentation de bilan de l'année écoulée et la projection en perspective pour la nouvelle année 2026 sont les points d'orgue de cette 14e session du comité de pilotage de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou. Le premier responsable de l'AFES explique les conditions d'hygiène de l'abattage et de sommation des animaux. L'année 2025 a été bénéfique parce que sur un objectif global, on a pu réaliser quand même les 83% de notre objectif. Voilà, malgré les différentes difficultés. Donc à partir de là quand même on peut dire que le plan c'est globalement satisfaisant. L'objectif de notre rencontre ce matin, c'est la tenue de la 14e session du comité de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou. Donc le comité a pour objet d'examiner les réalisations de l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2025, qu'est-ce qu'on a eu à faire. On va le présenter. Maintenant, les perspectives également pour l'année 2026. Voilà, ça c'est l'objet de notre comité de pilotage. Le ministre s'est réjoui du bilan annuel de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou qui se chiffre à 7605 tonnes de viande en 2025 de toutes espèces confondues. En termes de vente, il y a eu plus de 303 tonnes de sous-produits. En termes de bilan, l'abattoir frigorifique de Sabalibougou a produit 7605 tonnes de viande en 2025, toutes espèces confondues, et vendu 303 tonnes de sous-produits d'abattage. Des infrastructures ont été réalisées, des matériels et équipements acquis sur ressources propres, parmi lesquels nous pouvons retenir, entre autres, la construction d'un bassin à 5 compartiments pour boyaux de petits ruminants, le revêtement de la cour en béton armé et une plateforme d'abattage. Nonobstant des difficultés, l'administrateur provisoire de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou salue néanmoins l'accompagnement des partenaires. On est soutenu par le gouvernement à travers notre ministère, le ministère de l'Élevage et de la Pêche, avec ses différents partenaires qui nous soutiennent avec des équipements, des matériels. On a des difficultés qui font le quotidien même des Maliens aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi.
parce que il y a la coupure intempestive de l'électricité. Donc qui parle de coupure, nous sommes dans une industrie, donc il nous faut forcément de l'électricité. Sur les 24 heures, pratiquement, nous fonctionnons sur les 18 heures sur notre groupe électrogène. Donc ce qui veut dire qu'on a des difficultés. Les conditions de fréquentation, on peut dire que à la date d'aujourd'hui, c'est acceptable. Pour les petits ruminants, pour les petits ruminants, là, on peut dire que c'est acceptable. C'est avec les gros ruminants, les bovins, qu'on a des difficultés. En termes de chiffres d'abattage, on a des difficultés avec le gros ruminant. L'abattage ici c'est payant, que ce soit les petits ruminants, les gros ruminants, les chameaux, c'est payant. Rappelons que l'abattoir frigorifique de Sabalibougou est en service depuis 2003, alors dirigé par une entreprise privée. Mais c'est en 2013 que le gouvernement malien a récupéré la gestion de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou. Cette 14e session s'est conclue par une photo de famille suivie d'une visite guidée des différents compartiments de l'abattoir. Objectif, constater de visu les conditions d'hygiène dans lesquelles l'abattage des animaux se passe. Visite d'amitié dans ce journal, le guide spirituel des Amsar, Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara, a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali. Il s'agit de son Excellence Abdullah Saleh Saber. L'objectif de cette rencontre avec les images de l'Outousrivé et la voix d'Al-Hamidou Badini. C'est dans une ambiance conviviale et la plus grande fraternité islamique que le guide spirituel des Ansar, son éminence Sayyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, reçoit l'hôte du jour en la personne de son Excellence Abdullah Saleh Saber, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali, et les membres de sa délégation. Les deux personnalités ont ensuite tenu un échange fructueux. En substance, l'ambassadeur est venu transmettre ses chaleureux remerciements au président du Haut Conseil islamique, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, pour ses décennies de prédication au service de l'islam, religion de paix et de tolérance. Le diplomate a surtout salué la perspicacité et la sagesse inouïe dont fait montre le guide spirituel des Ansar dans sa transmission et la propagation de la religion musulmane et son rôle prépondérant dans la promotion de la paix, de la concorde pour une société plus harmonieuse. Le visiteur n'est pas venu les mains vides. Pour la circonstance, un présent est remis au président de la fêtière islamique du Mali. À l'issue de la rencontre, le guide spirituel des Ansar de raccompagner les visiteurs comme il se doit, selon les principes de la foi musulmane. Nous partons en Côte d'Ivoire. Le fils du président de la fête islamique du Mali et guide spirituel des Amsar, Assid Chérif Iba Aïdara, présent en terre ivoirienne dans la région de Zi, notamment à Dembokro, pour la promotion d'un islam pacifique et tolérant, a été reçu par les militants et sympathisants Amsar de la localité. C'était ce jeudi 8 janvier 2026 en présence de nombreux fidèles. Le compte-rendu est signé Khadija Traouri. Les militants et sympathisants Amsar de la région de Nzi à Dimbokro étaient nombreux à réserver un accueil chaleureux à Assid Chérif Iba Aïdara, fils du guide spirituel des Amsar, afin de lui témoigner leur amour et attachement. Cette tradition ancrée dans la famille chérifienne de rendre visite aux notabilités a soigneusement été respectée par Bakir Eloum et sa délégation. Vous êtes chez vous. Que nous soyons en Côte d'Ivoire, au Mali, en Europe, en Asie, partout où il y a des êtres humains, l'être humain est chez lui. C'est quand les gens ne l'ont pas compris qu'en principe, il pose souvent des problèmes. Et donc, vraiment, je suis très heureux, Iba. Je suis heureux de votre venue. Mais on peut rester à parler tout le temps parce que
je comprends parfaitement le développement que vous avez fait. Très heureux pour une première fois dans la localité de recevoir un des enfants prodiges de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, les militants ont exprimé leur sentiment de joie envers DGP à Dimbokro. Nous sommes très heureux de recevoir le fils de DGP dans notre région, dans notre fédération, particulièrement à Dimbokro ici. On peut dire que c'est la première fois. Donc nous sommes très heureux, satisfaits. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de tous les gens de Dimbokro, c'est que on n'a qu'à faire du sérieux. Parce que quand il regarde un jeune comme notre guide, notre conférencier, qui est Seydi Chérif Haïdara, il est très jeune. Ils sont aimés partout. Ils peuvent même s'asseoir même à la maison, même pour dire qu'ils ne font rien. Mais chaque jour, en train de lutter au sein de la religion pour que cette religion n'a qu'à avancer. Pour que les hommes égarés puissent être guidés à chaque moment. Surtout la jeunesse. La soirée de prêche a été marquée par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam comme de coutume, sanctionnée par une séance de bénédiction collective. L'actualité sur un tout autre plan, en bref et en image, avec la voix de Moussa Fomba. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a critiqué l'Union africaine pour sa collaboration en dehors des instances officielles avec un État non membre, les Émirats arabes unis, que le Soudan accuse de financer des membres des forces de soutien rapide et de leur fournir des armes. Cette déclaration est surprenante et manque l'objectivité, considère la diplomatie soudanaise, affirmant que cette action contredit le principe des solutions africaines aux problèmes africains. La réunion entre le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et Cheikh Bout Ben Nahyan El Nahyan, ministre des Émirats arabes unis, a été organisée le 6 janvier dans la capitale éthiopienne. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, parmi lesquelles le conflit au Soudan. Ils ont ainsi endossé l'idée d'une trêve humanitaire immédiate et inconditionnelle, d'un cessez-le-feu permanent ainsi que de la mise en place d'un gouvernement civil indépendant. Le Soudan a fait valoir que cette déclaration contredisait sa propre proposition sur le règlement du conflit présentée fin décembre. L'Union africaine l'a d'ailleurs soutenu. De plus, le gouvernement soudanais a à plusieurs reprises affirmé détenir des preuves de l'implication des Émirats arabes unis dans le financement des forces de soutien rapide et leur fourniture d'armes, c'est Abu Dhabi Dema. L'armée russe a tiré des missiles Oreshnik contre des cibles critiques en Ukraine en réponse à l'attaque de Kiev contre la résidence du président russe Vladimir Poutine, selon la défense russe. Les forces armées russes ont lancé une frappe massive contre des cibles critiques en Ukraine, utilisant des armes de précision à longue portée terrestre et maritime, notamment le système de missiles terrestres mobiles à moyenne portée Oreshnik, ainsi que des drones de combat, indique le ministère. La frappe a été menée dans la nuit du 8 au 9 janvier. Les sites de production de drones utilisés lors de l'attaque terroriste contre la résidence de Poutine ainsi que les infrastructures énergétiques soutenant le complexe militaro-industriel ukrainien ont été endommagés, a précisé la défense. Les États-Unis déchargent déjà du pétrole du pétrolier russe arraisonné Marinera, selon le président Trump. La décision de saisir le pétrolier n'a pas été difficile à prendre, a déclaré le président américain. Cependant, il a refusé de dire s'il avait eu des contacts avec le dirigeant russe Vladimir Poutine après la saisie du pétrolier. Le 7 janvier, les gardes-côtes américains ont arraisonné le pétrolier russe Marinera dans les eaux internationales de l'océan Atlantique. Le secrétaire d'État américain a expliqué l'interception par l'embargo pétrolier imposé au Venezuela. Le Royaume-Uni a aidé les États-Unis dans cette opération, affirme la défense britannique. Cette action a été fermement condamnée par la Russie. Selon Moscou, cela pourrait entraîner une nouvelle escalade de tensions militaires et politiques dans la région euro-atlantique. Cependant, en réponse à la demande de Moscou, Trump a décidé de libérer 2 Russes membres de l'équipage du Marinera.
La Russie salue cette décision et exprime sa gratitude aux dirigeants américains, a déclaré ce 9 janvier la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. La demande russe concernait des membres d'équipage du pétrolier russe arraisonnés par les États-Unis lors d'une opération dans l'Atlantique Nord. Moscou entame sans tarder la résolution de toutes les questions relatives au retour rapide des ressortissants russes. Par ailleurs, le président américain Donald Trump a déclaré que son pouvoir de commandant en chef n'était limité que par sa propre moralité, faisant fi du droit international et d'autres frais à son recours à la force militaire. Interrogé par le New York Times sur l'existence de limites à son pouvoir mondial, il a répondu « Oui, il y a une chose, ma propre morale, ma propre volonté. C'est la seule chose qui puisse m'arrêter. Je n'ai pas besoin du droit international. Je ne cherche pas à faire de mal à qui que ce soit », a ajouté Trump. Interrogé sur l'obligation pour son administration de respecter le droit international, le président américain a répondu « Oui ». Il a toutefois précisé qu'il serait l'arbitre quant à l'application de ces contraintes aux États-Unis. Tout dépend de la définition que l'on donne au droit international, a-t-il déclaré. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré qu'il y avait eu collision et trahison dans la situation concernant la capture du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis. Je veux que vous compreniez, tout était là. L'accord, l'argent versé, y compris à des personnes au Venezuela, militaires et civils. Il y a eu collision et trahison, tout était là, a déclaré Loukachenko, cité par l'agence de presse Belta. Face aux événements en République bolivarienne, il a appelé à la prudence. Nous devons donc faire preuve de la plus grande prudence, a déclaré le président. Nous sommes une fois de plus convaincus de la nécessité de rester fort, a-t-il ajouté. Le 3 janvier, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Ivan Gil Pinto, a annoncé que les États-Unis avaient attaqué des cibles civiles et militaires à Caracas. Donald Trump confirmera par la suite que les États-Unis avaient lancé d'importantes frappes aériennes contre le Venezuela, ajoutant que Nicolas Maduro et son épouse avaient été capturés et exfiltrés du pays. L'Union européenne envisage une option d'envoi de troupes au Groenland. Selon un média américain, les pays européens pourraient envisager un déploiement de forces au Groenland si le Danemark le sollicite, a indiqué un diplomate européen aux médias américains Politico. Cette option viserait à augmenter le coût d'une éventuelle intervention militaire américaine, même si ces troupes auraient peu de chances de résister à une invasion. Bien que limités militairement, ils exerceraient un effet dissuasif, note Politico. Le 4 janvier, après l'opération militaire américaine au Venezuela, Donald Trump a relancé ses ambitions sur le Groenland en déclarant envisager toutes les options, y compris la force. Des sources médiatiques américaines affirment que Washington examine plusieurs scénarios pour s'emparer de l'île. Le 6 janvier, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a toutefois assuré que les États-Unis n'envisageaient aucune invasion du territoire. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas d'être heureux malgré tout. Bonsoir.